Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être de écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité 1. De semaine ça, sous Tichèze Bar, nous déplacer, nous monter tant nous dans colloque international contre impunité en Haïti. Un colloque qui fait sous question lutte contre impunité, crime qui était fait dans le pays d'Haïti, sous question la justice transitionnelle. Tout, d'après ça que nous constatons colloque ça, l'ité d'un expert étranger ak haïtien, même gens tout avec défenseurs, défenseuses droit moun dans pays d'Haïti qui bataille contre impunité, moun qui travaille en pile sous question pour arriver établir la vérité sous crime qui était fait pendant dictature qui passait dans pays d'Haïti. Échange qui fait pendant colloque ça doit contribuer à renforcer mobilisation citoyenne sous action concrète que qu'a mené pour y faire que autorité prend disposition pour la justice capable de triompher pour crime qui était fait dans le pays d'Haïti pas jamais répété encore et puis pour monde qui fait crime ça pas couvrir en bas de la impunité. Initiative ça c'est pour capable renforcer échange qui gagne entre acteurs avec actrices pour capable arriver joindre stratégie pour mener plaidoyer pour finir cabanet avec impunité dans le pays d'Haïti. Colloque ça qui fait contre impunité en Haïti, c'est une initiative Réseau National Défense Droits Moun avec Fédération Internationale des Droits Humains, FIDH, même j'entoure avec Haut Commissariat aux Droits Humains dans Nations Unies. Colloque ça joint soutien Union Européenne. Dans le programme ça, on a parlé avec quelques acteurs dans colloque ça sous question impunité avec la justice là dans le pays d'Haïti, mais tout sous expérience qui fait dans l'autre pays, sous défi qui présente tout. C'est comme ça, dans le programme ça, on a recevoir avocate française Clémence Bectart, qui est coordonnatrice groupe Action Judiciaire dans FIDH. On a recevoir tout avocat colombien Gustavo Gayon, qui c'est 4e expert indépendant Nations Unies sous question droit moun en Haïti. Et la deuxième partie programme n'a gagné pour nous coûter professeur Laënec Urbon, c'est un sociologue que tout le monde connaît dans le pays d'Haïti qui fait en pile recherche. M'a présenté nous li plus le nous arrivé dans deuxième partie programme et lui-même l'a parlé sous toute
krim ki fet nan peyi d'Haïti, situasyon violans ki tabli nan peyi d'Haïti pandan plusieurs dizaines années ki pase yo. Donk, program sa ap tabli sou kesyon impunite, justice, batay kap mene sou kesyon impunite, kontre impunite nan peyi d'Haïti. Et en même temps tout, j'ai fort qu'a fait pour nous capables river joindre justice. Impunité avec justice, une route qui est longue pour Haïtiens jusqu'à présent, nous pourrons capables joindre Tigout justice. Donc, écoutez avec attention, réflexion qui pourra le faire dans le programme ça, Tichesba sous Alter Radio. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichesba. Clément Spectateur, bienvenue à Tichesba sur Alter Radio. Merci. Alors, qu'est-ce qui a amené à l'organisation de ce colloque en Haïti? Eh bien, il s'agissait d'une opportunité pour rassembler la société civile haïtienne, les acteurs clés de la lutte contre l'impunité en Haïti, aux côtés du Haut-Commissariat des droits de l'homme, aux côtés de la FIDH, afin de rappeler l'importance de lutter contre l'impunité et en particulier des crimes du passé. C'est donc une occasion unique d'organiser des journées de discussion, de réflexion, avec aussi des apports d'expérience d'autres pays, l'Argentine, le Pérou, le Guatemala, où on le sait, des associations de défense des droits humains qui accompagnaient des victimes ont obtenu de grandes victoires devant les tribunaux pour faire juger les bourreaux du passé. Et il s'agissait donc d'échanger ces expériences et de voir dans quelle mesure eh bien, la situation en Haïti, et c'est aussi l'un des constats de ce colloque, était comparable à ce qui s'est passé en Argentine, au Guatemala, au Pérou, dans ces autres pays d'Amérique latine où il a fallu s'armer de courage, de beaucoup de courage, avec les victimes, aux côtés des victimes, et déployer tout un tas d'activités judiciaires, mais aussi de plaidoyer, de sensibilisation, pour pouvoir arriver à des procès, à des reconnaissances aussi du droit des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation. Alors justement, qu'est-ce qui est comparable entre le cas d'Haïti et les cas argentins, chiliens, etc.? Eh bien, d'abord, ce qui est comparable, c'est que les organisations de défense des droits humains dans ces pays, les victimes, les associations de victimes, ont dû affronter l'absence de volonté politique de lutter contre l'impunité. Et ça, c'est très important, parce que c'est avec des activités de sensibilisation, de mobilisation aussi sociale, de mobilisation de toutes sortes de franges de la société qu'a pu être rendu possible des procès et des avancées concrètes pour lutter contre l'impunité. La deuxième chose qui est comparable aussi, c'est que comme en Haïti, et c'est quelque chose qui a été pendant ce colloque reflété par notamment Maître Exhumé, qui accompagne les victimes dans le dossier dit Duvalier et consorts devant la cour d'appel de Port-au-Prince, eh bien Maître Exhumé a dénoncé l'inadaptation des lois de la législation haïtienne pour s'emparer de ces crimes. Eh bien, on se rend compte qu'en Argentine, au Guatemala, au Pérou, on était dans la même situation. C'est-à-dire que les lois, au lendemain des dictatures, au lendemain des situations de grave violation des droits humains, les législations n'étaient pas non plus à même de faire face à cette demande de justice des victimes. Et c'est là où il a fallu faire preuve d'ingéniosité, de détermination de la part des avocats et des victimes pour permettre à des juges d'être saisis des graves violations des droits humains. Donc on le voit, et je pense que c'est aussi un message d'espoir, parce que ce sont des gens qui sont venus aussi rappeler la longueur de ces combats, le fait que la justice est souvent très longue à obtenir, et que par exemple en Argentine, on voit il y a encore des procès 40 ans après la dictature qui se déroulent en ce moment même à Buenos Aires au nom des victimes. Il y a des bourreaux qui sont encore... En comparaison aux 30 ans d'Haïti, ça paraît être beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps, et en tout cas c'est aussi ce qui fait dire que les crimes du passé, il ne faut jamais, je pense, désespérer aussi de s'attaquer à ces crimes du passé et de tenter judiciairement, mais aussi par de la sensibilisation, par du plaidoyer, de rappeler l'importance de cette lutte contre l'impunité. Regarder son passé, c'est aussi mieux préparer l'avenir, et c'est fondamental, non seulement pour les victimes, mais pour la société tout entière. Mais il faut bien voir le processus évoluer.
Or, c'est l'impression qu'on a en Haïti que ce processus n'évolue pas, qu'on fait du surplace depuis environ 30 ans là. Oui, bien sûr. Alors après, il faut aussi voir que, par exemple, la décision, il y a eu une discussion là-dessus pendant le colloque hier, la décision qui a été rendue par la Cour d'appel le 21 février 2014 dans l'affaire Duvalier et consorts est une grande avancée en soi. C'est une grande avancée. La Cour d'appel de Port-au-Prince vient dire oui, Duvalier et consorts peuvent être jugés en Haïti pour crimes contre l'humanité. Mais depuis, c'est dans les tiroirs. Depuis, c'est dans les tiroirs, mais il faut aussi, il y a des temps, bien sûr, des moments d'espoir et puis des moments de recul aussi. Et le message est qu'il ne faut jamais abandonner, voilà, et renoncer. Alors après, bien évidemment, il y a des obstacles qu'il ne faut pas non plus sous-estimer ici en Haïti. Et notamment, le manque de volonté politique de faire en sorte que ce procès puisse avancer, que cette procédure arrive ou que d'autres puissent s'ouvrir et que d'autres victimes puissent porter leur plainte en justice. Les obstacles sont importants et c'est la raison pour laquelle l'un des objets, aussi des objectifs de ce colloque était d'interpeller les autorités haïtiennes pour dire il est important de s'emparer, il est essentiel de s'emparer de ces crimes du passé, il est essentiel de prendre des engagements en faveur de la lutte contre l'impunité et donc c'est aussi le message que nous voulons nous également à la FIDH, adressé aujourd'hui aux autorités politiques et judiciaires haïtiennes. Il y a ce message, mais est-ce que au cours du colloque, parallèlement, vous avez pu avoir des contacts avec les autorités pour leur dire, leur passer ce message directement? Alors oui, puis nous avons aussi par voie de presse annoncé ce colloque. Nous allons aussi diffuser, on l'espère, à la fin de ce colloque, une feuille de route de la société civile haïtienne qui serait principalement adressée au gouvernement, aux autorités et qui interpellerait les autorités, mais sur des choses concrètes, très concrètes, en leur demandant des engagements sur des aspects précis qui ont trait au devoir de mémoire, à la justice transitionnelle, à la lutte contre l'impunité. Et donc nous espérons aussi par cette interpellation très forte eh bien, qu'il y aura une réponse donnée par les autorités haïtiennes. Est-ce qu'on peut espérer que Haïti va être désormais sous la loupe de la FIDH en termes de suivi de ce processus? Bien sûr, ça fait longtemps que la FIDH, aux côtés de ses organisations membres, ici en Haïti, le RNDDH et le Centre œcuménique des droits humains, est mobilisé sur la question de la lutte contre l'impunité en Haïti. Il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai que la route est longue, elle est semée d'embûches, de nombreux obstacles. Et c'est aussi ce que sont venus nous dire eh bien, ces défenseurs des droits humains qui venaient d'Argentine, du Pérou, du Guatemala ou même de Tunisie, de dire la route est longue, mais il ne faut pas baisser les bras et il faut continuer d'exiger des signaux forts et des engagements fermes en faveur de la lutte contre l'impunité. Aussi parce que, et on s'en est bien rendu compte pendant ce colloque, s'adresser aux crimes du passé, c'est aussi avoir les armes pour s'emparer des violations du présent et prévenir les violations à l'avenir. Donc ce sont des outils indispensables. L'oubli est dangereux pour l'avenir, non seulement des victimes, mais d'une société tout entière. Avec quel sentiment partez-vous à la fin de ce colloque? Eh bien, avec d'abord un sentiment d'espoir quand on voit la mobilisation de la société civile haïtienne, le collectif contre l'impunité, la Fondation Devoir de Mémoire, le RNDDH bien sûr, le Centre œcuménique des droits humains, un certain nombre d'avocats aussi qui étaient présents. On le voit, il y a une mobilisation en faveur de cette lutte contre l'impunité, une mobilisation de la société civile haïtienne, et ça c'est déjà un signe d'espoir, car sans société civile, sans défenseurs des droits humains, il ne peut pas y avoir de victoire contre l'impunité. Kounye an ap vire sou Gustavo Gayon, se yon avoka ki te ekspert indépendant Nations Unies sou question droit moun en Haïti. Bonjour, comment allez-vous? Alors, vous êtes ici en tant que participant au colloque sur l'impunité, la lutte pour la justice en Haïti, et vous avez travaillé pendant longtemps sur Haïti. Aujourd'hui, à quel point sommes-nous d'après vous? Est-ce qu'il y a eu des progrès dans la lutte contre l'impunité en Haïti? Oui, la situation d'impunité en Haïti est énorme. Et ça, on le reconnaît, même les autorités l'ont reconnu. Les ministres avec qui j'ai parlé dans le passé, dans les gouvernements précédents, ils l'ont toujours reconnu. Et les victimes aussi
des violations des droits de l'homme dans le passé que j'ai rencontré pendant mes visites au pays m'ont fait connaissance de la situation d'impunité dans le pays. Il y a un procès judiciaire qui est très important contre Jean-Claude Duvalier qui est décédé mais qui continue encore contre ses consorts, qui ne fait pas de progrès parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources matérielles et humaines pour développer cette affaire. Et c'est important d'appuyer le développement de ce cas pour montrer la volonté de faire justice vis-à-vis les victimes du régime du régime de Duvalier à l'époque. Mais il y a d'autres violations aussi. Il y a certains cas que parfois on trouve qu'il y a la possibilité de développer, mais en général, il y a une situation très difficile là-dessus. C'est pourquoi dans mes rapports, dans les documents et les rapports que je vais présenter aussi bien au Conseil des droits de l'homme qu'aux autorités ici en Haïti, je recommandais de créer une commission de vérité, justice et réparation à partir des recommandations qui ont été faites par la commission de vérité et justice de 1995, qui a recommandé ça pour les victimes de la période 1991-1994. Mais à partir de cette recommandation, j'ai recommandé d'élargir la période sur laquelle devrait porter l'activité de cette commission et les réparations, aussi bien que la vérité et la justice, pour couvrir les violations du régime avant 1986 et d'autres violations comme celles commises dans la période 86-91. Et puis, autour de l'année 2004 ou des années 2004-2006, qui ont été enregistrés par les organismes de surveillance des droits de l'homme, y compris mes prédécesseurs, les anciens experts indépendants des Nations Unies sur la situation d'Haïti. Alors, pour répondre de façon concrète à votre demande, je crois qu'il faut faire beaucoup davantage d'efforts pour surmonter cet obstacle de l'impunité dans le pays. Et quel écho ce genre de recommandation que vous faites a dans les milieux haïtiens auprès des autorités haïtiennes? Eh bien, dans la période où j'ai été expert indépendant, c'est-à-dire entre les années 2013, septembre 2013 jusqu'à mars 2017, j'ai eu l'occasion de parler avec les ministres de la Justice qui se sont intéressés par cette situation, mais en même temps, dans cette période, il y a eu pas mal d'instabilité dans les ministères que j'ai connus. Alors, cet intérêt ne s'est pas traduit en décision importante là-dessus, mais je vois qu'il y a de la part d'une certaine partie des fonctionnaires et des membres du gouvernement, des gouvernements précédents, peut-être dans le gouvernement actuel aussi, il y a de l'intérêt de faire ce qu'il faut faire pour développer une activité importante là-dessus. Mais il faut renforcer ces efforts, ces énergies pour aboutir à quelque chose d'important. Dans votre travail et dans votre expérience, vous connaissez beaucoup de cas où il y a de l'impunité, comme en Haïti, en Amérique latine aussi, vous êtes de l'Amérique latine.
qu'est-ce qui est particulier à Haïti, d'après vous? Vous avez observé cette situation. Qu'est-ce qui est particulier à Haïti lorsqu'on parle d'impunité? Eh bien, il y a d'autres pays où il y a eu un conflit armé. C'est pas le cas d'Haïti. Haïti a subi une dictature pendant 30 ans, des années 57 jusqu'à 1986. Et cette période n'a pas été l'objet de décisions judiciaires. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus important, parce que cette absence de justice concernant cette période s'est reflétée aussi par la commission d'autres violations dans les périodes qui en ont suivi, et aussi l'absence de justice vis-à-vis ces violations qui ont été commises dans les périodes que j'ai mentionnées précédemment. Alors, je crois que c'est ça l'aspect le plus important. Il n'y a pas eu, bien que l'effort fait avec la Commission Vérité et Justice en 1995 est important, il n'y a pas eu une activité significative pour faire justice. La Commission Vérité et Justice a été une décision importante et le rapport est un rapport très important, mais la population en général ne le connaît pas. Ce rapport n'a pas été suffisamment diffusé. Je crois que c'est toujours la possibilité de le diffuser, que les gens le connaissent dans les écoles, à travers les médias, et qu'à partir de là, on puisse organiser une commission plus large, avec un mandat plus large, pour aider à la société à connaître et à reconnaître ce qui s'est passé. Et puis, c'est un moyen de reconstituer des liens de confiance et de solidarité dans la société haïtienne. Je crois que cette absence de justice, cette situation d'impunité a produit une situation d'absence de confiance qui se reflète dans l'absence de confiance aussi de la part des gens vis-à-vis des institutions. Alors, ce n'est pas seulement un problème qui tient aux droits des victimes. C'est le droit des victimes, bien sûr, le premier aspect qu'on peut percevoir, mais au-delà de là, il y a une situation qui affecte à la société entière. Et le produit, à mon avis, c'est cette méfiance, malheureusement, qui existe en Haïti et qui se traduit dans l'instabilité des institutions, dans l'instabilité des élections, dans l'instabilité des règles concernant l'exercice du pouvoir, et la justice, aller au-delà de l'impunité qui existe, ça pourrait être un aspect très important pour aider la société entière en Haïti à faire des progrès significatifs. Donc vous voulez dire que le contexte général, politique, socio-économique ne favorise pas justement que ce combat contre l'impunité puisse apporter des fruits? Eh oui, et en même temps le contraire. C'est un cercle vicieux. L'impunité aussi contribue à ce contexte, et le contexte empêche de lutter contre l'impunité. Alors il faut renverser le cercle et le transformer dans un cercle vertueux au moyen de mécanismes particuliers comme celui d'une commission de vérité, justice et réparation, où les gens puissent récupérer ou renforcer, si c'est possible, la possibilité de confiance vis-à-vis les institutions, vis-à-vis la vie ensemble en société.
Et en ce qui concerne ce colloque auquel vous participez, qu'est-ce que vous en tirez de ces journées de réflexion, d'échange entre acteurs haïtiens et acteurs étrangers qui luttent côte à côte en faveur du respect des droits de l'homme? Je crois que c'est un événement très important parce que d'une part, il a permis aux participants de se rappeler des expériences et des développements qui se sont produits ici dans le pays, et comme celui de la Commission de vérité et justice, comme le procès que je mentionnais sur Jean-Claude Duvalier et ses consorts, comme l'activité de certaines victimes qui sont liées autour de cette organisation Devoir de mémoire, qui travaille pour les droits de la mémoire de façon importante, et d'autres expériences importantes, le travail de l'Office de protection des citoyens, etc. Et en même temps, de voir aussi ce qui s'est passé dans certains endroits, autres que Haïti, comme la Tunisie, le Pérou, l'Argentine, le Guatemala, à travers la participation de différents interlocuteurs venant de ces pays qui ont raconté ce qui s'est passé. Et partout, ce qu'on a pu voir, c'est que partout il y a eu des difficultés, mais partout aussi il y a eu des moyens pour transformer ces difficultés, pour aller au-delà de ces difficultés et avoir des possibilités de trouver des mécanismes de justice imparfaite. Il n'y a pas de procès parfait dans ce domaine, mais où les gens, les victimes ont trouvé de façon progressive la satisfaction de ces droits, et ça a bénéficié aussi aux sociétés. Et on voit ça, le procès tunisien, ça a été très illustratif de voir comment le procès tunisien où une dictature a été renversée et où une société a essayé de trouver de nouveaux mécanismes d'organisation, à considérer la justice comme un pilier important pour cette transformation. Au Pérou, où il y avait Sentier Lumineux et qui a commis beaucoup de violations, et l'armée péruvienne aussi, qui pour combattre ce groupe de Sentier Lumineux a aussi commis beaucoup de violations vis-à-vis surtout les paysans. On a trouvé la possibilité d'aller au-delà des difficultés énormes que cette société connaissait, et il y a eu une commission de vérité et justice qui a donné des résultats importants. Tichèze Ba. Sous ça, nous allons prendre une petite pause. Nous allons rappeler dans le premier parti programme ça, nous recevons avocate française Clémence Bectat, coordonnatrice groupe Action Judiciaire FIDH, et puis avocat colombien Gustavo Gayon nous fait attendre, c'est 4e expert indépendant Nations Unies sous question droit moun en Haïti. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on y a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ça, ça va le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lié dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on y a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ça, ça va le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lié dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Ministère Éducation nationale, la formation professionnelle, fait tout directeur l'école, élèves, ensemble avec parents au songer, date examen l'État année 2023 yo a organisé année ça. Sorti 17 pour arriver 19 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 17 pour arriver 21 juillet, examen pour élèves l'école normale instituteur ak élèves centre éducation familiale. Sorti 31 juillet pour arriver 3 août 2023, examen fait études secondaires pour élèves classe secondaire 4 et puis examen deuxième session pour élèves recalés baccalauréat. Sorti 6 août pour arriver 1er septembre, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'État yo bien passé dans intérêt toute société. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec dont je dis plusieurs experts et militants qui a goumé sous question droit moun en Haïti et à l'étranger. Dans le premier partie programme, nous avons avec nous deux étrangers. C'était avocat française Clémence Bectart et puis avocat colombien Gustavo Gayon, ancien expert indépendant des Nations Unies sous question droit moun en Haïti. Eh bien, Kounien, Jean nous te promet tout, nous pourrons recevoir professeur Laïnek Urbon, c'est un sociologue. Là, c'est exposé, l'été fait dans colloque là, que m'a proposé nous tendre, exposé, l'été fait sous question violence pendant toute période contemporaine en Haïti, pendant plusieurs dizaines d'années qui passaient. Professeur Laïnek Urbon, c'est un chercheur dans Centre national de recherche scientifique en France. Il travaille sous Haïti avec Caraïbes blanc. Thème recherche li en général c'est religion, culture et politique dans Caraïbes. Il fait plusieurs publications, il écrit plusieurs livres quand il réfléchit sous question ça. Bon, citer 2-3 pour nous. Gagne qui relait comprendre Haïti, gagne l'autre qui relait le barbare imaginaire et puis gagne l'autre encore qui relait démocratie introuvable. C'est professeur Laïnek Urbon n'attendait dans deuxième partie Tichèze Bassa sous question violence en Haïti pendant
des dizaines d'années qui passaient. Nous souhaitons bonne écoute. Je voudrais ce matin, rapidement, sur le thème des rapports entre la violence, et surtout la violence politique et l'impunité en Haïti, reprendre avec vous, premièrement, les obstacles à la fois politiques et psychanalytiques qui se présentent en Haïti pour qu'on puisse enfin sortir de l'ère de l'impunité, la difficulté de sortir de là. C'est parce que l'impression que j'ai quand je fais un survol de toute l'histoire d'Haïti, on voit que les mêmes choses reviennent régulièrement, les mêmes problèmes, et donc il y a quelques difficultés spéciales. Il faut trouver ces obstacles. Deuxièmement, je me rapporterai au problème de l'histoire même de l'impunité, avec le fameux sommet de l'impunité qui représente la dictature du Valérisme. Donc une dictature qui aura créé ce que j'appelle personnellement un véritable trauma individuel et collectif. Et donc la solution, les pistes possibles, c'est effectivement la possibilité de revenir à la mémoire et de voir comment une symbolisation est possible pour qu'il y ait mémoire, c'est-à-dire pour qu'il y ait oubli des crimes. Et enfin, je terminerai sur une question, ce qui est la question sur le type de société qui rend possible cette histoire qui revient continuellement en Haïti, qui est l'histoire de la violence politique et la difficulté de sortir de l'impunité. Et je poserai le problème des rapports entre la loi, le système judiciaire et la citoyenneté. Et je vous dis tout de suite que je verrai qu'il y a une théorie de la société possible en Haïti, une théorie de la société haïtienne qui est fondée, à mon avis, sur une passion de la distinction, laquelle est source de violence. Alors, rapidement donc, les différents obstacles théoriques qui se présentent pour une compréhension de la question. Premièrement, et je crois qu'on a dû l'évoquer aussi hier, le premier problème pour moi, c'est la thèse de la réconciliation nationale. Ce n'est pas par hasard que le parti de Duvalier s'est appelé l'unité nationale. Parce que la théorie de la réconciliation nationale est telle qu'elle empêche qu'on puisse voir s'il y a eu des crimes et s'il y a eu surtout opposition possible à un pouvoir politique. Donc c'est la difficulté qu'un pouvoir politique en exercice en Haïti, la difficulté qu'un pouvoir politique rencontre pour pouvoir accepter l'idée d'une opposition. Deuxièmement, c'est la manière, c'est le deuxième problème, c'est le silence qui est fait sur les victimes au moment où il y a violence. Le silence s'est fait par la terreur qui s'exerce sur l'environnement familial et l'environnement social de l'individu. Autrement dit, on rend le deuil impossible, il faut que la victime meure 2 fois. Autrement dit, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de sépulture possible pour l'individu. Nous reviendrons sur la signification de ce refus de sépulture pour les victimes de pouvoir. Et troisièmement, comme obstacle, c'est la banalisation du phénomène de la dictature en Haïti, dans la mesure où l'on pousse une bonne partie de la population, une bonne partie en particulier des classes moyennes en Haïti, à croire que la dictature est congruente à notre histoire. C'est-à-dire que nous avons toujours eu de la dictature en Haïti et qu'elle est naturelle et que celle de Duvalier, c'est une dictature qui est congruente à notre passé, qui vient directement, qui s'emboutit dans notre passé. Donc autrement dit, il y a déjà dans notre passé les prémices de la dictature, en sorte qu'on ne peut pas
s'en sortir. Et c'est ce qui me frappe aujourd'hui dans de nombreuses sectes religieuses en Haïti, de nombreux mouvements religieux. Les gens me disent, eh bien, nous ne pouvons jamais sortir dans ça. On ne s'en sortira jamais. Ce qu'est Haïti aujourd'hui, c'est ce que Haïti sera demain éternellement. Il n'y a rien à faire. On ne peut que laisser le pays et partir. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas changer. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est la thèse générale des mouvements religieux en Haïti, des gens qui suivent les mouvements religieux. Et enfin, le quatrième obstacle, à mon avis, pour y arriver, c'est de dire que le peuple n'a pas le temps de penser au passé. Ce n'est pas la peine. Il faut regarder devant soi. Le peuple est pauvre. Il faut faire vite. Vaut mieux chercher du travail et vaut mieux chercher des emplois pour le peuple. Et ainsi, il y a continuité avec le passé. Donc, ce n'est pas la peine et avec la théorie du néolibéralisme, évidemment, du néolibéralisme triomphant, eh bien, on dit que c'est plus important l'oubli que le présent. Donc, il vaut mieux vivre au présent et cela suffit. Or, si je me permets de revenir à l'histoire de l'impunité, c'est à partir d'un ouvrage extrêmement intéressant, on ne cite pas assez souvent à mon avis, c'est l'ouvrage d'Alain Tournier sur Haïti et qui s'appelle « Quand la nation demande des comptes ». Parce que Alain Tournier s'est rendu compte que depuis toute cette ouverture, depuis les Salines, et qu'il y a eu des crimes économiques et des crimes de sang, et que cela suppose que la loi elle-même n'a pas d'effet sur les dirigeants, en sorte que la population, chaque fois qu'elle doit critiquer un régime, elle procède par déchoucage. Il faut faire vite, elle procède par la pratique de la vengeance. Mais c'est une pratique à chaud, il faut faire vite. Il n'y a pas en Haïti vraiment, c'est dans la banalité, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Au niveau sociologique et anthropologique, il y a une vision du temps qui fait qu'il n'y a pas de vengeance vraiment à foi en Haïti. Ça se passe à chaud, c'est-à-dire par déchoucage. Il faut faire vite. C'est pour cette raison qu'une fois qu'un président est déchouqué, il s'en va, il abandonne le pays, mais quelques années plus tard, il peut revenir et si ses biens avaient été confisqués, on les lui remet et il est accueilli triomphalement. Mais il faut lire ce livre-là pour voir que ça revient régulièrement et nous avons eu en Haïti beaucoup de présidents. Donc les cas ne manquent pas. Autrement dit, les sanctions ne sont jamais appliquées. Donc il faut aller beaucoup plus loin pour voir chaque fois qu'il y a eu même des crimes, quand il y a eu des crimes d'État, il y a parfois même des jugements, mais malgré les jugements, les sanctions ne sont jamais appliquées. Donc il y a un problème particulier dans le rapport à la loi. Mais le sommet de la question de l'impunité, la question de la violence, demeure quand même la question de la dictature duvalieriste, que nous traînons encore 30 ans après. On a évoqué la différence qu'il y a entre ce qui s'est passé au Chili, en Argentine et plus près de nous, en République dominicaine. On voit bien que nous n'avons pas vraiment compris que la dictature duvalieriste représentait une véritable catastrophe, c'est-à-dire ce n'était pas exactement ce que nous avions vécu dans les 2 siècles précédents. Il y a eu quelque chose de nouveau, il y a eu une catastrophe au sens qu'il y a eu une rupture de l'ordre quotidien en Haïti et les premiers signes, nous les connaissons, c'était les signes de la suppression directe du politique, au sens où même l'opposant n'avait pas droit à une sépulture. Les premiers signes de la dictature en Haïti, c'était le refus des funérailles des jumelles qui représentaient les premiers opposants directs qui étaient aux élections avec Duvalier. Donc là, au moment de l'enterrement, le cadavre, le cercueil est intercepté
et emmené on ne sait où, et ainsi il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de funérailles. Ça c'était le premier signe, et ensuite après viendront systématiquement la persécution des opposants, et le sommet dans cette affaire-là, c'est le fameux 26 avril 1963, où dans une seule et même journée, on a recensé enfin 50 ans après 500 personnes qui ont été exécutées en pleine rue à Port-au-Prince, et parmi lesquelles évidemment de nombreux militaires. Donc, et jusqu'à présent, on peut encore retrouver un certain nombre de gens qui ont été exécutés pendant cette période-là. Alors, ce qui suppose que on ne peut avoir, si ces questions ne sont pas, ne reviennent pas à la surface, ne reviennent pas dans l'espace public, on peut supposer qu'on aura affaire à une continuité du système sur des bases diverses. Et donc, il faut essayer de le comprendre. Moi, je pense qu'il y a un premier problème que Duvalier nous donne comme leçon, c'est qu'il a fait du pouvoir la propriété du chef de l'État, son bien propre. Alors que théoriquement, un président n'est que de passage, est un locataire, mais ce n'est pas cette vision qui est la vision même de la démocratie, qui suppose que l'individu qui est au pouvoir n'est pas propriétaire du pouvoir, il n'est pas propriétaire, il est de passage dans cet espace-là. Donc, à ce moment-là, les possibilités de continuité du système dans la vie quotidienne, même en dehors de toute ombrelle dictatoriale, on aura la possibilité que dorénavant, dans la vie quotidienne, des individus, des bandits puissent opérer, mais que jamais on puisse vraiment avoir des procès qui permettent que des sanctions soient prises, que la loi soit appliquée, en sorte que nous pouvons dire que tous les massacres qui ont été faits, qui ont été réalisés sous Duvalier, ils sont nombreux, d'abord dans les provinces, à Thiot, à Casal, à Wanamen, puis après à Jean Rabel. Duvalier n'était plus là. Le fameux massacre du Jean Rabel, je ne sais pas si... et puis les massacres récents, pendant les 30 ans, ce qui suppose qu'il y a difficulté pour la loi de s'appliquer. La loi ne représente pas d'abord quelque chose qui permet le lien social, qui permet que les gens puissent se retrouver. Donc, se retrouver comme citoyens. Donc, difficulté de reconnaître les crimes dans leur vérité, et cette difficulté, évidemment, produit chez l'individu ce que j'appelle le véritable trauma. Qu'est-ce que pose pourquoi la mémoire est-elle importante dans cette affaire-là? C'est parce que le trauma, c'est quelque chose qui circule à l'intérieur de soi et sur laquelle on ne peut pas, au plan psychanalytique, sur laquelle on n'a pas de prise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le diluer, on ne peut pas le dissoudre. On doit admettre qu'il faut vivre avec, le reconnaître, donc le reconnaître. Et c'est cette reconnaissance qui permet à un individu, en fait, de penser un avenir possible. Et donc, de n'être pas en train de ressasser le passé et de dire qu'on ne s'en sortira jamais dans cette histoire-là. Donc, le problème, c'est que là où il y a mémoire, il y a possibilité que l'individu vive comme un être humain, c'est-à-dire donc comme un être humain, mais aussi comme citoyen. Et c'est pour cette raison et c'est une des choses qui me paraît extrêmement importante personnellement, c'est que le travail de la mémoire vise à réintroduire la victime qui est censée être morte deux fois, et à réintroduire la victime qui n'a pas eu de sépulture, qui n'a pas été reconnue comme victime, la réintroduire dans la lignée humaine comme être humain et comme citoyen. Et réintroduire, mais par là même, il y a une société
qui se reconstruit à partir de cette base-là. Vous voyez donc, et cette difficulté, nous la reconnaissons pour nous en Haïti, dans notre difficulté à symboliser l'esclavage elle-même et qui revient sous les formes diverses hanter l'individu. Il y a un problème concernant la symbolisation de toute l'histoire de l'esclavage que nous avons connue. Et c'est curieux, on a été beaucoup plus soucieux en Haïti de l'héroïsation du passé, donc de voir le passé à travers les héros et les grands héros, et ainsi nous n'arrivons pas à voir ce que représentait l'esclave dans la vie quotidienne. Nous n'avons rien, nous n'avons pas de cadre matériel, nous n'avons pas vraiment de musée de l'esclavage. Je vois personnellement depuis une quinzaine, vingtaine d'années, à travers le projet de l'UNESCO, tout l'effort que j'ai mené pour qu'il y ait un musée de l'esclavage, ça a été rigoureusement impossible de se faire entendre, bon, sauf de quelques-uns, mais ce n'est pas une chose qui allait de soi. Autrement dit, donc les difficultés sont énormes. Je voudrais maintenant revenir sur une difficulté encore beaucoup plus grande, une ultime difficulté concernant le problème de l'impunité face à la violence et à la violence politique. C'est le problème posé par les psychanalystes qui est le problème du tiers. C'est le problème de l'État comme tiers. L'État, dans la difficulté pour lui, et d'exercer la fonction tierce, qui est la fonction judiciaire proprement dit. Autrement dit, c'est cette faille qui a été soulignée tout à l'heure, la faille du système judiciaire qui est sa dépendance par rapport à l'exécutif, mais c'est parce qu'il y a eu les traces de l'ancien système criminel à l'intérieur du système judiciaire. Et ce sont ces traces-là qui continuent à jouer. Et donc, parce qu'il y a une difficulté à restaurer la problématique de l'égalité des Haïtiens devant la loi, l'égalité de tous les Haïtiens, parce que seul par l'égalité devant la loi peut s'affirmer la citoyenneté véritable. Voilà pourquoi beaucoup d'Haïtiens croient souvent qu'ils sont Haïtiens comme ils seraient Peul, comme ils seraient, je ne sais pas, Aoussa, mais pas véritablement citoyens. Ils ne voient pas dans l'haïtianité une citoyenneté à la clé. Donc c'est cette problématique de la loi qui permet que j'ai une empathie pour une victime. Donc je ne peux pas me permettre, si je crois en l'égalité devant la loi, de ne pas avoir une empathie pour celui qui est victime. Donc, et la société ne peut pas continuer à fonctionner là où il n'y a pas d'expression de sympathie pour les victimes, donc de reconnaissance qu'il y a eu des victimes. Et donc, par là même, que je pourrais l'être aussi. L'empathie suppose que je puisse me mettre à la place de l'autre en même temps. Donc, la question de l'égalité devant la loi est la question clé qui date probablement de la période esclavagiste, qui date du système esclavagiste, et cette question de l'égalité, de la peur de l'égalité véritable, c'est la peur de la démocratie, pas la même, et la peur de l'égalité véritable nous donne à voir quelle théorie de la société il y a en Haïti. Et cette théorie de la société, pour moi, c'est une théorie de la distinction. C'est une théorie de la distinction qui provient directement de ce qui était vécu pendant la période esclavagiste. Il faut penser comment la société pouvait vivre pendant la période esclavagiste et essayer de la regarder de près pour voir comment, dans la vie quotidienne, il y a déjà la volonté de distinction dans le rapport à la langue, le rapport à la religion. On voit bien tout ce qu'a représenté le vaudou pendant les 2 siècles pour la classe moyenne, pour la classe privilégiée en Haïti. Et donc,
ça veut dire qu'il y a eu une volonté de distinction. On nous a préparé, nous, de la classe moyenne, à être tout le temps en distinction par rapport aux masses en Haïti. Et nous sommes toujours surpris de les voir revenir tout le temps sur la scène, et toujours de la même manière. Ensuite, deuxièmement, il y a la distinction de sexe aussi, et puis la longue histoire de la domination masculine en Haïti qui va comme étant une chose naturelle. On voit les conséquences à l'intérieur du Parlement aujourd'hui, pour faire vite, parce que vraiment il y a rareté, il y a disette. On disait pendant la colonie esclavagiste qu'il y a eu disette de nègres. Quand il n'y a pas eu assez d'esclaves, il fallait en faire venir. Et il disait il y a disette de nègres. Alors, il n'y a pas de femmes dans le Parlement en Haïti. Enfin, il y en a l'une ou l'autre, mais il y en a 2 ou 3. Il y a des représentants. Voilà. En tout, combien? 3 députés. Et bien voilà, la proportion, c'est terrible. Hein? Ensuite, il y a l'autre distinction, c'est la distinction par les biens économiques. Cette distinction par les biens économiques, par la voiture, c'est une distinction qui conduit à la violence, qui conduit à des pratiques à des pratiques qui sont basées sur la volonté de devenir riche magiquement et rapidement. Mais cette vision existe déjà dans la vision vaudouisante en Haïti. On peut devenir riche demain matin, ça va très vite. Sur les bases, on peut vendre des individus dans la croyance, hein, je veux dire. On peut croire qu'on a vendu tel ou tel individu, qu'on a vendu des parents, des enfants pour devenir riches. De toute façon, on croit qu'il y a des gens qui deviennent riches de manière magique. Donc et cette volonté de distinction par la richesse, eh bien, entraîne la violence. Entraîne une société de violence, et la violence va aller de soi. Et c'est cette question c'est sur cette question que je voudrais vous laisser ce matin, et voir les problèmes de la société haïtienne un peu plus en profondeur, et dans sa profondeur historique et anthropologique. Tichèze Ba. Voilà, nous t'attendez professeur Laënec Urbon, exposé le fait sous violence en Haïti pendant période contemporaine, plusieurs dizaines d'années qui passaient. Professeur Laënec Urbon, c'était une intervenant dans gros colloque international ça. D'ailleurs, dans le premier partie programme, nous t'ai fort entendu 2 experts qui étaient là dans colloque ça. C'est avocat colombien Gustavo Gayon, nous connaissons ça parce que monsieur c'était expert indépendant Nations Unies sous question droit moun en Haïti. Et puis t'es gain avocate française Clémence Bectart, c'est coordonnatrice groupe Action Judiciaire FIDH en Haïti. Colloque ça, m'a rappelé c'est RNDDH qui t'est organisé ensemble avec Fédération Internationale des Droits Humains et puis au Commissariat aux Droits Humains. Nous dit tout le monde qui t'a écouté le programme ça, merci pour attention yo. Dans micro c'est Godson Pierre. À la semaine prochaine. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.